centre jeune qui a inauguré ses activités il y a peu et qui s'est donné pour objectif majeur, comme son nom l'indique clairement, de faire la lumière sur les minorités ethniques, sociales, culturelles, religieuses, inconnues ou méconnues dans cet espace géographique et humain appelé Moyen-Orient, terre tour à tour, torturée, tourmentée, ravagée, balayée, soufflée, brûlée, mais toujours ressuscitée, terre héroïque, terre martyre, terre de toutes les passions, de toutes les invasions et de toutes les résistances. À cet effet, il y a quelques semaines, le centre consacrait déjà une conférence aux Yézidis. La conférence de Joseph Yacoub sur les Assyro-Chaldéens du Caucase, originaires d'Iran et de Turquie, s'inscrit donc dans un cycle de conférences qui ciblent l'histoire et l'identité des minorités et font le point sur leur actualité. Joseph Yacoub est un combattant qui combat l'oubli. Il nous apprend beaucoup sur l'origine et les grands moments de l'histoire des Assyro-Chaldéens, sur leur migration, les persécutions dont ils furent l'objet, l'exil et sur ce qu'ils sont aujourd'hui devenus. La conférence de ce soir prend sens dans le cadre de la tâche à laquelle s'est attelé le conférencier pendant toute sa carrière académique, car c'est à restaurer l'histoire occultée d'un peuple sans allié, le sien, qu'a œuvré toute sa vie Joseph Yacoub. Cette phrase, la dernière, cette phrase de son éditeur, c'est celle que son éditeur dit, c'est cette phrase de son éditeur à l'occasion de la parution récente de son dernier né. Qui s'en souviendra? 1915, le génocide assyro-chaldéo-syriaque aux éditions du CERF. Cette phrase donc récapitule un parcours de vie. Le discours de Joseph Yacoub, vous l'aurez compris, conjugue donc la précision, la subtilité, la rigueur de l'approche scientifique avec l'émotion du témoignage. Chrétien d'Orient, né en Syrie, à Hasakeh, Joseph Yacoub est issu d'une famille de rescapés du génocide assyro-chaldéen de 1915, déplacés de l'Iran à la Géorgie, la Syrie, le Liban, les États-Unis et la France. Ce grand humaniste, spécialiste des droits de l'homme, des minorités ethniques, linguistiques, religieuses et culturelles, des peuples autochtones et des chrétiens d'Orient, est professeur honoraire de sciences politiques de l'Université catholique de Lyon et ancien titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité dans la même université. Docteur en histoire et docteur d'État ès lettres et sciences historiques, il a à son actif des ouvrages devenus ouvrages de référence, dont, pour ne citer que quelques-uns, et je ne vais en citer que 3, mais la liste est beaucoup plus longue, Fièvre démocratique et ferveur fondamentaliste dominante du XXIe siècle. Au nom de Dieu, les guerres de religion d'aujourd'hui et de demain. L'humanisme réinventé. Cher professeur Yacoub, bienvenue au Liban, pays que vous connaissez bien. Bienvenue à l'ESSEC. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Wanda Abiran, honorable représentant des autorités religieuses, civiles, académiques, associatives, chers amis, mesdames et messieurs, je vous salue tous. Je tiens, avant de commencer cette conférence, à exprimer mes vifs remerciements à Monsieur le vice-recteur chargé de la recherche vers Jean-Marie, Madame Wanda Abiran, Pierrette,
m'avoir invité à partager ce moment avec vous et je les remercie aussi pour leur excellent accueil. Le Liban, comme l'a dit Mme Branda Amira, je le connais. Non seulement je le connais, mais je l'aime. Le pape Jean-Paul II disait le Liban n'est pas seulement un pays, le Liban c'est un message. Et je mesure encore plus le sens de cette phrase depuis pas plus tard qu'il y a 24 heures. Je suis arrivé ici, à l'Université catholique, et cette phrase, je la sens profondément en moi, et surtout le travail que fait l'Université du Saint-Esprit à Castries depuis sa fondation dans le domaine du ressourcement des études syriaques et de l'art syriaque. Le sujet de ce soir traite d'une page méconnue, pour ne pas dire quasi ignorée, de cet héritage qui rassemble toutes les familles syriaques, chaldéennes comme assyriennes, comme maronites, comme syriaques proprement dites. Il s'agit de l'histoire de ces communautés syriaques qui vivent aujourd'hui au Caucase et en Russie. D'une manière générale, quand on parle de la diaspora des populations syriaques, on pense communément à l'Europe, surtout l'Europe occidentale, on pense à l'Amérique latine, à l'Amérique du Sud, on pense aux États-Unis, au Canada, après en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a aussi beaucoup de Libanais en Afrique et ailleurs. Mais on a très peu idée de ces communautés syriaques, de langue, de culture syriaque, qui vivent dans cette région du Caucase, c'est-à-dire en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en Russie du Sud et dans l'ensemble de l'ex-espace soviétique, dans son ensemble sans exception. Le Kazakhstan y passe, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Ukraine de l'Est, là où il y a tous ces problèmes, vivent beaucoup d'adeptes de l'église assyrienne, dite indûment nestorienne, et aussi chaldéenne. Donc c'est de ces populations dont je vais vous parler, auxquelles j'ai consacré avec mon épouse Claire un ouvrage qui s'intitule « Les Assyro-Chaldéens du Caucase au milieu des rivalités impériales et missionnaires » qui doit paraître très vraisemblablement en 2015 aux éditions du Cercle. Donc c'est de ces communautés que je vais vous parler. Alors les points que je traiterai dans mon exposé sont les suivants.
On verra qui sont ces Assyro-Chaldéens, ces Assyriens et Chaldéens du Caucase et de Russie, d'où viennent-ils, les causes de leur exode, depuis quand vivent-ils dans ces républiques, quelles sont ensuite, dans un deuxième point, quelles sont les traces, les preuves de cette présence syriaque, j'emploie le terme dans un sens générique, donc les preuves de leur présence, les voyageurs, les explorateurs, les missionnaires occidentaux et la littérature syriaque proprement dite. Et la littérature syriaque proprement dite. Ensuite, on verra où sont-ils installés aujourd'hui, combien sont-ils, que sont-ils devenus et quels sont les liens avec l'orthodoxie. Avec l'orthodoxie, j'entends russe et géorgien. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons été, avec mon épouse, nous avons été dans ces pays, nous les avons rencontrés. Il ne s'agit pas d'un discours abstrait. Nous avons été en Arménie, nous avons été à Yerevan, on a été dans les différents villages où vivent aujourd'hui les Chaldéens et les Assyriens. Je dis Chaldéens et Assyriens parce que la majorité, sinon la totalité de cette communauté, appartiennent soit à l'église assyrienne dite nestorienne, de Martin Khan, soit à l'église chaldéenne catholique à laquelle j'appartiens moi-même. Nous avons été en Géorgie aussi, nous avons rencontré le prêtre Benjamin Bet Yavegal de l'église chaldéenne, nous avons rencontré Ishaq Tamrazki, le prêtre de la communauté assyrienne en Arménie. Nous avons sillonné tous les villages, ou presque tous les villages, où ils vivent. J'avais été auparavant, dans le cadre de mon travail à l'Université catholique de Lyon, j'avais été plusieurs fois en mission en Russie même, après les changements, les transformations de 1989, donc pour des cours sur les droits de l'homme, et j'avais profité de l'occasion, à l'époque où j'ai rencontré la communauté assyrienne, qui vit principalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, l'ancienne Leningrad. Donc ces communautés, nous les connaissons, je dis nous parce qu'on est deux à l'avoir écrit, nous sommes en lien permanent avec eux, et le livre qui va sortir s'arrête à 2014-2015. Donc les dernières informations seront datées au plus près. Et puis nous avons beaucoup travaillé, parce que pour l'histoire passée, une fois l'actualité immédiate, une fois l'actualité traitée, c'est qu'il y a comme on dit en anglais, le background, il y a le passé, il y a l'arrière-fond. Et là, nous avons travaillé nous avons pris tous les voyageurs qui ont visité le Caucase, et figurez-vous, depuis 1760, les voyageurs occidentaux, pour la plupart, qui ont écrit soit en français, soit en anglais, soit en allemand. Nous avons dépouillé tous ces textes, et chaque fois qu'il était question, on cherchait. C'est l'inspecteur qui cherche à savoir, chaque fois est-ce qu'on cite les Assyriens, est-ce qu'on cite les Chaldéens, est-ce qu'on cite le terme de syriaque, est-ce qu'on cite le terme de syrien, parce que souvent aussi, comme vous le savez, on utilise aussi le terme de et puis nous avons travaillé aussi beaucoup sur les textes des missionnaires, à commencer par les Capucins dans cette région. Les Capucins sont présents dans cette région depuis la création de la Sacrée Congrégation Propaganda Fide, depuis 1662. Nous avons travaillé aussi beaucoup sur les lazaristes et bien d'autres ordres religieux dont je parlerai tout à l'heure. Et nous avons également dépouillé en langue syriaque, le syriaque oriental, c'est-à-dire le syriaque des Chaldéens
et des Assyriens, parce que les Syriens publiaient une littérature très importante à Urmia et Salamas en Iran, à Urmia, qui est la région de mes parents. Et ensuite, en arrivant en Russie, cette littérature a continué. Voilà, je voulais faire ces quelques points préambulaires avant de traiter le sujet. Donc, qui sont les Assyro-Chaldéens du Caucase et de Russie? Bon, ces Assyro-Chaldéens, j'entends par Assyro-Chaldéen, je l'utilise dans le même sens que mon maître, l'évêque Daïchel, qui était l'évêque de Saïd et qui a subi le martyre en 1915, qui est un grand savant, qui a publié un livre qui s'appelle Arabi, qui s'intitule Tarikh Kaldo Ashur. Il a publié 2 volumes et le 3e, malheureusement, il nous a été ravi par les criminels de guerre qui lui ont arraché ce document et malheureusement, on n'en a plus trace. Donc quand il dit Assyro-Chaldéen à Daïchel, il englobe dedans toutes les populations anciennement de Babylonie, de la Chaldée, et toutes les populations de Nive, c'est-à-dire Ninive et Babylone. Donc c'est dans ce sens que je l'entends. Alors ces populations, j'allais vous demander, mais comment ils sont arrivés au Caucase? En général, on dit, il y a en Irak, il y a en Syrie, il y a au Liban. Mais et le Caucase, d'où vient ce Caucase? Pour les raisons suivantes, ces populations vivaient avant leur exode. Ils vivaient dans l'est de la Turquie. On est sous l'Empire ottoman. Dans l'est, ce qu'on appelle l'Anatolie orientale. Vous avez la carte. Ils vivaient à l'est, au sud-est, exactement. Vous voyez, Trébizon, il y avait très peu. Erzurum, il y en avait, mais beaucoup moins. C'est dans cette région. Et autour du lac de Van, et à l'extrême sud-est, dans l'Empire ottoman, à l'extrême, il y avait là un district qui dépendait de Wilayet de Van. Je ne suis pas très moderne, comme ça. Voilà, merci. Autour du lac de Van, il y avait là une région limitrophe de l'Irak, ce qui est devenu l'Irak en 1921, quand il est devenu un État, une région qui s'appelle le Hakkari. C'est très important parce qu'une partie importante de cette population vient de cette région, du Hakkari. Et c'est là, et il y avait ceux qui vivaient dans le nord-ouest de l'Iran. Donc là, on passe dans l'Empire persan, dans cette région du nord qui s'appelle l'Azerbaïdjan iranien. C'est l'Azerbaïdjan iranien, parce que l'Azerbaïdjan est divisé en 2. L'Azerbaïdjan aujourd'hui est un État indépendant, dont la capitale est Bakou, et il y a l'Azerbaïdjan persan. Et au nord de l'Azerbaïdjan persan, il y a un lac qui s'appelle le lac d'Urmia, qui est le 3e lac salé dans le monde et qui est le plus grand lac d'Iran. C'est de là Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Zarathustra prêchait des hauteurs du lac d'Urmia. Donc c'est un lac par définition sacré, comme le sont beaucoup de lieux dans cet Orient. Il y avait autour du lac d'Urmia, il y avait plus de 60aine de villages où vivait cette population. Et au nord du lac d'Urmia, pas loin de Julfa, là on est vers la frontière, c'est l'Arax, le fleuve de l'Arax, qui sépare l'Iran du Caucase. La région de Salamas, il y avait beaucoup de villages,
Il y avait Khosrawa, Tataor. Khosrawa, mon père vient de Khosrawa, et Tataor, ma mère vient de Tataor. Parce que je ne suis pas né je ne viens pas d'un pays arabe. Mon père ne savait pas parler l'arabe. Il ne savait pas parler l'arabe. C'est moi, dans la famille, le premier qui a appris l'arabe dans la région du Djeziré. Et je suis très content. Donc, le problème, c'est juste pour vous donner l'information. Donc, cette histoire est liée aussi, est liée physiquement. Cette histoire de la communauté. Alors, il vivait dans cette région. Alors, comment se fait-il que ces populations ont pu traverser Kars et aller dans cette région du Caucase, et comment se fait-il qu'ils ont quitté cet Azerbaïdjan persan pour aller s'installer également à Nakhitchevan? Après, ils sont montés vers Yerevan, vers Tbilissi. L'ancien nom de Tbilissi, c'est Tiflis. Tbilissi, ça dépend si on est géorgien, ou si on est géorgien, ou si on est russe. Les termes, donc ils sont ces populations. Vous m'entendez ou je prends le micro? C'est lié à la Russie. Très important. Je vais reprendre de toute façon, j'ai situé par rapport à ces populations, pourquoi elles sont parties. Et le Caucase était une dépendance de la Russie des Tsars. Et la Russie était présente dans cette région. Il y a toujours eu, comme vous le savez, conflit entre l'Empire ottoman, non seulement avec les Anglais et les Français, mais aussi avec la Russie. On parle moins de la Russie, et pourtant la Russie est importante. Quant à l'Azerbaïdjan aussi, la Russie était présente dans l'Azerbaïdjan persan. Elle était présente. Et d'ailleurs, à partir de 1911, l'Azerbaïdjan persan était sous domination militaire et politique russe. Et il ne relevait plus désormais de l'État persan, parce que l'État persan, c'était la dynastie des Kadjars, était très affaiblie. La dynastie était très affaiblie, et c'est la Russie qui tenait les rênes de commande. Donc l'histoire de ces communautés est intrinsèquement liée à la Russie. Autrement dit, sans la Russie, point d'Assyriens et de Chaldéens au Caucase. Sans la Russie. C'est très lié à la Russie. D'où les liens, comme on le verra tout à l'heure, avec l'orthodoxie russe dont on parle très peu. Il y a beaucoup de liens avec l'orthodoxie. Il y a aujourd'hui, il y a encore des Assyriens chaldéens qui sont devenus orthodoxes et qui sont membres de l'Église orthodoxe. Ils sont membres russes. C'est des choses de l'histoire. Nous, on allait là-bas d'étonnement en étonnement. Chaque fois qu'on allait rencontrer, on disait, c'est pas possible, cette histoire, puis comment elle a été complètement méconnue. Alors, donc, c'est lié à la Russie. Et la Russie est présente dans cette région depuis le XVIIIe siècle. Donc, c'est l'expansion, ça dépendait de l'expansion territoriale de l'Empire russe. Chaque fois que l'Empire russe mettait la main sur une partie de ses territoires, il proposait à ses populations aussi, si vous voulez venir vous installer en Russie. Et c'est très lié donc à la présence russe et aux traités qui ont été signés entre la Russie, l'Empire persan, le traité de Turkmenchai, il y a plusieurs traités qui ont été signés, et dans les traités, il est dit ici, il demandait à l'Empire persan et à l'Empire turc de faciliter l'accès et la liberté de circulation de ces populations pour qu'elles viennent s'installer dans le Coran. Donc c'est comme ça que cette trajectoire a commencé, et nous l'avons fait remonter d'après nos analyses, d'après l'observation des textes, nous l'avons fait remonter jusqu'en 1770.
Autrement dit, les premiers Assyriens et Chaldéens qui se seraient installés dans cette région datent de la deuxième moitié du 18e siècle, et c'est quand même considérable comme date. Alors, donc, ils se sont installés dans le Nakhitchevan, la région ottoman-arménienne. Après, ils sont remontés, et puis ça dépendait de la politique de la Russie. Et la politique de la Russie n'était pas une politique neutre, le moins qu'on puisse dire. C'est comme toutes les grandes puissances, elles cherchent leurs intérêts. Mais là, on se servait aussi de la religion orthodoxe, de l'orthodoxie, vous voyez, pour mieux enjoliver et faire perdre aux gens, faire perdre les mobiles de l'intérêt que nous sommes là pour vous. Ça, c'est l'histoire des chrétiens d'Orient et la France et l'Angleterre. On va en parler longuement. Et la Russie a fait la même chose. C'était d'autant plus, c'était une grande puissance. Alors, ils se sont installés dans cette région. Et alors, pourquoi ils sont partis? Ils sont partis pour des raisons économiques. Et ils sont partis aussi pour des raisons d'insécurité et des raisons politiques. Des raisons économiques, la pauvreté, la misère, surtout ceux de Hakkari qui vivaient à... Vous savez, la région de Hakkari ce sont des montagnes pratiquement inaccessibles. L'armée ottomane, les premiers soldats de l'armée ottomane y ont accédé à la fin du 19e siècle, si ce n'est plus tard. Il y a des raisons économiques, je peux le développer si vous le souhaitez tout à l'heure. Il y a des raisons d'insécurité. Ils étaient entourés de Kurdes et de populations au sein desquelles ils ne se sentaient pas en sécurité. Les Turcs, il y avait les Tcherkesses en Turquie, donc il y avait les populations kurdes, beaucoup de Kurdes. On parlait tout à l'heure des Yézidis. Il y avait une petite population yézidi, mais avec laquelle ils n'ont pas eu de problème. Avec les Yézidis. Les mêmes Yézidis étaient persécutés par les Ottomans. Et puis des problèmes avec les Azéris ou Azerbaïdjanais et avec les Persans dans l'Azerbaïdjan. Dans l'Azerbaïdjan. Donc les causes, il y a un faisceau de causes qui explique cette émigration vers la Russie et vers le Caucase. On parlait, à l'époque on disait la Russie, vers le Caucase et vers la Russie proprement dit. Alors, ces populations, quel lien avaient-ils dans le passé avec l'Église orthodoxe? Ça a été pour nous des domaines de recherche vraiment nouveaux. Avec les liens avec l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe avait des liens assez étroits avec les empereurs, avec la Russie des Tsars. Le lien était très fort. L'orthodoxie faisait un des piliers de l'identité. Et les orthodoxes se sont beaucoup occupés de ces populations. Beaucoup occupés. Ils publiaient à Urmia, au nord de l'Iran, ils publiaient une revue, Pravoslavnaya Urmi orthodoxe, qui paraissait en syriaque, oriental bien sûr, c'est là que parlait, et en russe, publié une revue. Et ils avaient des prélats qui étaient dans cette région, et ils ont pu ainsi rallier un certain nombre, pour moult causes, on le développe dans le livre, qui sont devenus dès le départ, qui sont devenus
sont devenus orthodoxes. Donc, dès le départ, la présence russe se traduisait aussi par une présence religieuse orthodoxe. Alors, cette histoire, quels sont ces indicateurs, si je puis dire, intellectuels, cette histoire? Je vous disais tout à l'heure, il y a les explorateurs et les voyageurs qui attestent de l'historicité de leur présence dans cette région. De l'historicité de leur présence. Les Russes les appelaient Aïsov, ou Assori, les Arméniens. Ils ont pris des Arméniens. Les Arméniens, parfois, pour qu'ils aient un point de repère, ils disent Assyrien. C'est pas Assori, Aïsov, Assori, c'est Assyrien. Le terme. Ce qui montre que le terme d'Assyrien et de Chaldéen ne date pas du siècle dernier. On a un texte de Jan Potocki, qui était un Polonais, un voyageur polonais, qui utilise le terme de Assori en 1790. Et on a aussi des historiens géorgiens, parce qu'ils allaient beaucoup à Tiflis, travailler à Tbilissi. Ils allaient beaucoup travailler. Tiflis était une plaque tournante russe importante. D'ailleurs, quand on va à Tbilissi, on voit une architecture importante et très belle, qui date de l'époque des Russes, des tsars. J'entends les tsars. Alors, à Tbilissi, il y avait une communauté importante. Beaucoup de voyageurs disent nous avons rencontré des Chaldéens. Le terme de Chaldéen est utilisé dans les documents, le terme de Chaldéen. Mais pas seulement dans le sens religieux, Chaldéen catholique, mais dans le sens ethnique. On a rencontré des gens qui nous disent qu'ils sont Chaldéens. On a rencontré des gens qui nous ont dit qu'ils sont Assyriens. Nous avons rencontré des gens qui étaient Nestoriens. Ces termes sont utilisés dans les documents, donc ils ne les ont pas inventés. Ils utilisent le terme de Syrien aussi, le terme de Syrien dans le sens de syriaque. Il revient en. Donc il y a les voyageurs, il y a les explorateurs, il y a les missionnaires. Il y a les missionnaires. Et je disais tout à l'heure, je citais les Capucins, qui étaient présents depuis 1662. Parce que la propagande d'affidée est présente dès sa création, dès la création de la congrégation, elle est présente dans cette région. J'ai eu l'occasion de discuter avec les Capucins à Tbilissi, parce qu'ils ont une église, et qui date de l'époque. Donc on a des documents des Capucins, on a des documents dominicains aussi, dominicains. On a des documents carmes, les carmes des chauds, qui étaient présents aussi dans cette région. Les missionnaires étaient là pour convertir et pour latiniser les églises locales. C'est-à-dire l'église géorgienne qui était considérée comme schismatique, l'église arménienne qui était considérée comme schismatique aussi. Bon, c'est terrible, l'histoire des missions. Et ils parlent de ces communautés. On a leurs traces dans les documents des missionnaires. Et nous avons aussi les Lazaristes et les filles de la charité. Les Lazaristes et les filles. Vous allez nous dire, est-ce qu'il y avait des Lazaristes et des filles de la charité au Coran? Non, il n'y avait pas au Coran. Alors d'où sont-ils? Comment sont-ils dans ces communautés? Parce qu'ils les ont accompagnés d'Iran quand ils sont réfugiés dans cette région. Ils sont accompagnés, mais ils les accompagnent. Et nous avons, sur cet aspect, nous avons une documentation considérable. J'étais à Paris il y a quelques jours à Œuvre-d'Orient, où j'ai fait une conférence sur ces sujets. Il y avait les amis missionnaires lazaristes, auprès desquels j'ai beaucoup travaillé à Paris et après, ainsi que les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les filles de la Charité qui étaient également présentes, les archivistes des deux communautés, où j'ai
fréquentation très, très importante. Alors, ces lazaristes aussi les a accompagnés dans leur exil, dans leur exode, et ils racontent beaucoup, beaucoup sur ces communautés, parce qu'une partie de cette communauté aussi a fui lors des massacres de 1915. C'est très important, dont on commémore le centenaire en début 2015, et sur lesquels j'ai pas mal consacré de pages dans mon livre que citait Madame Landa Biad tout à l'heure, qui s'en souvient. Et il raconte, et on a des choses horribles, atroces, sur le calvaire de ces communautés. Et parmi ces communautés, il y avait mes parents, mes grands-parents, quand ils ont pris l'exil, parce qu'une partie de ces populations en 1915 est descendue vers l'Irak, vers Hamadan, parce qu'il y avait les Anglais, et de Hamadan, les Anglais les ont conduits à Bakouba, au nord de Bagdad, où les ont installés dans des camps de réfugiés. Après Bakouba, on les a fait remonter vers Mossoul, au camp de Mendan, et ils sont restés là-bas. Puis une partie après est venue s'installer en Syrie. Or, il n'y avait pas que cet itinéraire, il y avait toujours cet itinéraire vers le Caucase, surtout ceux de la région de Salamas. Pourquoi? Parce qu'elle était proche, à proximité. Quand les soldats russes se retiraient, les soldats russes se sont retirés après 1915, après 1917, au moment de la révolution bolchevique, la révolution communiste. La révolution communiste a été un drame pour la communauté. Je ne porte pas un jugement sur l'histoire de la Russie, mais je constate que ça a été un drame. Parce qu'ils sont partis, quand Lénine prend le pouvoir, il dit on se retire de cette guerre, c'est une guerre inter-impérialiste. Nous n'avons rien à faire dans ça. Alors, du coup, les soldats étaient tout contents. Et ils sont partis. Ils ont abandonné leurs armes et ils les ont même vendues à des gens auprès desquels on n'aurait pas pensé, parce qu'ils les ont vendus parce qu'ils voulaient de l'argent. Et ce n'est pas ces chrétiens qui étaient là-bas qui ont eu ces armes. Alors, beaucoup sont partis dans la débandade totale. C'est une page tragique que je raconte dans mon livre, ce départ, sur lequel on a beaucoup de témoignages. Donc, ils sont partis. Voilà une autre raison qui s'ajoute à cet exode, qui était un exode sans précédent et qui nous rappelle étrangement la situation actuelle dans la province de Ninive, en Australie, avec les chrétiens et aussi avec les Yézidis. Comme si l'histoire se répétait, et d'ailleurs dans beaucoup de documents qui paraissent en Irak et ailleurs. J'ai sous la main le dernier numéro de Al-Fikr al-Masiri, qui paraît à Bagdad, et le titre c'est Masiri al-Iraq ila Ayn. C'est le dernier numéro. J'ai eu la chance de le recevoir la veille de notre venue. C'est le dernier numéro. Donc les raisons politiques aussi, les raisons politiques et surtout les massacres de 1915 ont été un des motifs décisifs dans leur émigration. Alors, maintenant, je tends un regard sur leur situation dans ce pays. Mais où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Et quelle a été leur situation? Là aussi, leur situation est très dramatique. Ils ont connu, dans cette région du Caucase, on est en 1917. 1917, la révolution éclate en Russie, et la Russie change complètement de camp. La Russie devient bolchevique, elle devient communiste.
chose à laquelle ils n'auraient jamais imaginé. Cette Russie, qui plus est pour eux chrétiens, pouvait comme ça basculer dans le sens de l'athéisme et de la lutte contre la religion. Alors en 1917-18, la Russie devient communiste, ensuite elle s'étend, et tout l'ancien empire tsariste devient comme l'Union des républiques socialistes soviétiques, regroupant 15 républiques. Et cela durera de 1918 jusqu'en 1989, jusqu'au changement avec Gorbatchev. Alors pendant toute cette période, ces pauvres Assyriens qui croyaient s'être réfugiés dans un pays chrétien se retrouvent du jour au lendemain sous un régime athée, sous un régime dictatorial, sous un régime despotique. Du coup, ils étaient complètement perdus. Alors, à partir de 1920, ils sont, où vivent-ils? Ils vivent en Géorgie est devenue communiste. Ils vivent en Arménie, l'Arménie est devenue communiste. Ils vivent en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan est devenu communiste. Et ils vivent au sud de la Russie, bien entendu, c'est la Russie, donc c'est le pilier même du régime. Alors, à partir de 1920, ils publient malgré ça une littérature en syriaque qui mérite d'être étudiée par les chercheurs aujourd'hui. Une littérature en syriaque, très importante. Il y a des auteurs qui écrivent, il y a des poètes, il y a des musiciens. Et il publie une revue qui s'appelle Kirkwad Madencha, l'étoile de l'Orient. Je le prononce à l'oriental. Il publie Kirkwad Madencha, l'étoile de l'Orient. Et cette revue a fait émerger une élite au sein de la... Parce que beaucoup de ceux qui venaient d'Iran étaient déjà formés. Parce qu'en Iran, il y a eu un mouvement littéraire très important où les missionnaires ont joué un rôle. Tout à l'heure, je l'ai critiqué, maintenant je leur rends hommage. C'est que l'histoire est très complexe. Les lazaristes publiaient des revues. Les lazaristes publiaient une revue qui s'appelle Qol Shoro, je le dis à la syriaque, la voix de la vérité. Les missionnaires américains publient également une revue en syriaque. Je voulais venir avec, ce n'est pas l'envie qui me manquait, mais imaginez dans l'avion, porter toutes ces revues avec moi. Ils publient Zahrir al-Dbar, un rayon de lumière. Et les orthodoxes publiaient Pravoslavnaya Urmi. Et il y avait aussi un courant autonome, patriotique, lié aux deux églises. Il publiait une revue, je vous la montre, qui s'appelle Kahwa. J'ai découpé la première page de la revue parce que je me suis dit, allez, sans la montrer, ce serait dommage. Voilà. Roznama Dmillat Sourieta. Kahwa. Vous voyez, elle date de 1919. Donc il y avait une production intellectuelle assez importante. Et il y avait aussi toute la littérature que Paul Bejan, le lazariste chaldéen de Khosrawa, Paul Bejan, Khayyat Qaddishi, la vie des saints, Khayyat Sahd Qaddishi. Paul Bejan, c'est un grand érudit. Il avait fait le choix d'être lazariste, il était lazariste, mais il a publié une littérature fort abondante en syriaque littéraire et en syriaque vulgaire parlé, pour rendre cette littérature accessible à la population d'Ormia et Salamas. Je garde toujours le livre de prière de mon père. En Syrie, il avait... j'ai gardé ces livres. La vie des saints, c'était préfacé en français. Il était
خيط خديجة حائط خديجة وتساعده خيط خديجة وتساعده ومانويل de piété كتاب إباضة كاروطة. Ça c'était vraiment les livres de référence. Et les gens, ces gens qui ont fui garder ces livres, et nous on les a revus aujourd'hui chez eux. Ils les gardent jusqu'à aujourd'hui, ces populations. Après, il y a eu la période stalinienne qui a été très dure pour eux. Et ça, on n'en parle jamais. Prenez des manuels, des livres sur les déportations sous Staline. On n'a jamais vu un mot sur les populations syriaques victimes du stalinisme. Or, les Syriaques ont été victimes du stalinisme, y compris le Parti communiste assyrien et syrien qui s'était fondé au sein de la communauté, a subi la répression, comme tous les communistes qui n'étaient pas d'accord avec Staline et qui, du jour au lendemain, étaient déportés. Moi, j'ai rencontré à Saint-Pétersbourg des maîtres en langue syrienne qui avaient été déportés. Ça aussi, c'est des pages tragiques de l'histoire de cette chrétienté syrienne. Et il y a eu beaucoup de déportés. On a rencontré à l'église chaldéenne, quand on était à l'église chaldéenne à Tbilissi, Tiflis, la capitale de la Géorgie, on a rencontré des familles chez Père Betia Degan, on a rencontré, et tous parlent sourd aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire. 2 siècles après, imaginez dans un pays, 2 siècles après, on continue à parler de la langue. Vous êtes d'où, tout ça? Le Kazakhstan. Je viens du Kazakhstan. C'était une dame qui n'était pas âgée, mais dont les parents avaient été déportés. Dont les parents étaient au Kazakhstan, au Turkménistan, au Ouzbékistan. L'histoire de la déportation des Syriaques nécessite des recherches. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs, notamment une femme chercheuse, une qui est d'origine assyrienne, Anahi Khosroyeva. C'est tous les noms à terminaison en persane. On a rencontré sa famille, et actuellement elle enseigne à Chicago. Elle m'a écrit il y a 2 jours. Elle travaille aussi au musée du martyr arménien à Yerevan. Elle parle arménien parce que les liens entre les 2 communautés ont été très forts dans cette région. Et elle a publié sur la Sibérie, la déportation en Sibérie. Parce qu'il y a aujourd'hui un accès aux archives, chose qu'avant c'était complètement prohibé. Donc il y a tout ça qui est en train de sortir. Et depuis 1990, il y a un tournant, comme vous le savez, on a assisté au démantèlement de l'Union soviétique, c'est la fin de l'Union soviétique, c'est le début d'un nouveau règne dans ces pays, et ces 15 républiques ex-soviétiques sont devenues indépendantes, dont les républiques du Caucase. Alors une partie vit en Géorgie, l'autre partie vit en Arménie, etc. Alors combien sont-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, les chiffres varient. Je vous donne des chiffres, mais vraiment approximatifs. Si on prend l'ensemble de l'ex-espace soviétique, les chiffres varient entre 70 000 et 100 000. Entre 70 000 et 100 000. Quant à la région du Caucase proprement dite, c'est-à-dire Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan, il serait peut-être 20 000, un peu plus peut-être 20 000, quoique personne ne peut avancer, vous voyez, parce qu'il y a le problème du recensement de la population, il y a le problème des couples mixtes. Nous, on a rencontré des couples avec des Géorgiens, ou des Géorgiens, avec les Arméniens, avec les Russes. Et certains, avec le temps, vous leur dites, vous êtes quoi? Oui,
le souvenir est un peu nébuleux. Mais il y a toujours en filigrane, il y a une appartenance aux églises dont le travail s'est renforcé. Le travail de ces églises s'est renforcé aujourd'hui, après 1989-90. Qu'est-ce qui s'est passé après 1989? C'est un tournant en 89. La chute du mur de Berlin, c'est un tournant. Ces républiques accèdent petit à petit à l'indépendance. Aujourd'hui, ce sont 3 républiques indépendantes. Et les communautés, petit à petit, commencent à s'interroger. Les Yézidis s'organisent, les Kurdes s'organisent, parce qu'il y a des communautés kurdes. Ce Caucase, c'est une multitude, une mosaïque de communautés. Et aussi, ces communautés syriaques commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on est orthodoxe? Est-ce qu'on est géorgien ethniquement? Est-ce qu'on on appartient à l'Est géorgien? Non. Est-ce qu'on est orthodoxe vraiment? Ils se souviennent, ils ont les livres de prière chez eux. Ils se souviennent, ils parlent sourd. D'abord, ils parlent tous sourd. Leurs enfants parlent sourd. On a été dans des villages, on a été à Verin-Dvin. C'est un village au sud de Yerevan, pas loin de Echmiadzin, le siège de l'église arménienne. On a été dans le village, et une des rues du village, savez-vous comment elle s'appelle? Elle s'appelle Bardessan, le grand philosophe syriaque. En discutant, le maire, enfin, on n'a pas rencontré le maire, mais j'ai dit, mais comment se fait-il que Bardessan, le philosophe du IIIe siècle, son nom, il m'a dit, parce que c'est notre histoire, c'est notre passé. Donc il y a un retour, il y a un début de prise de conscience, malgré 2 siècles dont je viens de tracer brièvement la trajectoire, qui sont terriblement tragiques pour eux. Ils disent, on est syriaque, et puis il y a des groupes folkloriques qui se sont formés, il y a des langues syriaques, on a assisté à des cours de langue syriaque. Et les églises, petit à petit, se sont organisées. Alors, 2 mots par rapport à l'église, parce que c'est extrêmement important. L'église sont lesquelles? Il n'y a pas de syriaque orthodoxe et de syriaque catholique. Du moins, personne ne se définit comme tel. Les autres, ce sont ces 2 églises dont j'ai parlé. L'église chaldéenne et l'église assyrienne. L'église assyrienne, ce sont la plupart des adeptes de sa sainteté Mardencha, le patriarche qui est dans le siège de Chicago. L'église assyrienne a l'église assyrienne a un grand lieu de culte à Moscou. Il y a des associations importantes. Ils enseignent le syrien. Mardencha a été à plusieurs reprises à Moscou. Récemment, cet été, il a été, parce qu'on a érigé un monument, un buste à la gloire du patriarche Benjamin Shumon, qui avait été assassiné en mars 1918 pendant le génocide. Et ils ont, en Arménie, ils ont des églises. On a travaillé, on a des liens d'amitié avec le père Sartamraz. Sartamraz, qui est d'Irak, un homme remarquable, un jeune prêtre. Et père Sartamraz a été nommé là-bas. Il restaure les lieux de culte. Il faut voir ce qu'il y a dans ces lieux de culte. Il faut voir comment on est en train, petit à petit, de dire est-ce que toute cette histoire est notre histoire? Parce qu'il faut voir ce qui s'est passé. Je peux vous en parler tout à l'heure, ce qui s'est passé dans ces 2 siècles. Un amalgame de portraits religieux dans lesquels ils ont parfois du mal à se retrouver. Alors, les églises sont restaurées. On restaure les églises. Père Sartamraz est retourné en Irak. Et on a maintenant un prêtre à la tête de l'église, Père Nicodème, qui est un prêtre du pays, qui a été ordonné en Irak. Il a été ordonné en Irak. Et maintenant, il a la charge de la communauté. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer quand il était à Diak. Il parle très bien le sourd.
Il lit la langue, il lit, et il parle l'arménien, on est en Arménie, il parle très bien l'anglais, et c'est un jeune brillant qui aujourd'hui qui a les responsabilités dans l'Église. Et quant à l'Église chaldéenne, l'Église chaldéenne a un prêtre, Binyamin Bet Yadegar, qui est à Tbilissi, son église à Tbilissi, construite selon l'architecture babylonienne. Elle porte le nom de Mar Shumon Bar Sobaya, le martyr qui a été exécuté, et ça nous rappelle aujourd'hui, et les massacres de 1915, en 340 sous l'empereur Shapur II. Cette église que conduit le père Benjamin Bet Yadegar, il fait un travail considérable. Ils ont sorti un livre, un missel en 3 langues, en sourd, et parfois c'est en araméen classique, en géorgien, parce que beaucoup ne savent pas lire le sourd. Ils commencent à l'apprendre, et en russe. Et beaucoup préfèrent le russe parce que c'était la langue de communication, c'était le russe. Et je peux vous dire que ces communautés sont aujourd'hui en pleine renaissance dans 2 domaines. Dans le domaine culturel, notamment la langue, l'attachement à la langue est très fort. Dans le domaine culturel et dans le domaine religieux. Et d'ailleurs, souvent, ces 2 domaines sont liés pour eux. Les liens avec les diasporas sont très forts avec la diaspora. Maintenant qu'ils ont la liberté de circulation, la chance de pouvoir se déplacer, les liens avec les États-Unis, avec l'Irak. Pour l'Église chaldéenne, elle a un visiteur apostolique, l'ami Monseigneur Ramzi Karmo, qui est l'archevêque de Téhéran, et qui a été nommé par le pape François comme visiteur apostolique pour toutes les communautés chaldéennes. Et la dernière fois qu'on s'était rencontrés, je lui avais dit, c'est Ramzi, vous pensez aller aussi en Géorgie, voir l'église est prévu. C'est prévu dans les rencontres, voir un état des lieux, ensuite présenter un rapport au patriarche. Ça avait été fait de Luis Raphaël Ier Sacco sur l'état de la communauté. Et les Assyriens aussi, ils sont dans la même, l'église assyrienne, nestorienne, sont aussi dans le même va-et-vient. Ils ont des radios, des programmes en sourd. C'est un sourd que je comprends parce que c'est le même sourd que ma région de mes parents en Iran, ce qui facilite beaucoup le contact. Ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants le parlent, et là il y a une leçon d'espérance dans ce monde aujourd'hui de désespérance. Ces communautés qui, 2 siècles, surtout le communisme qui les a complètement détruits, l'origine communiste et son athéisme, et la coupure totale, malgré cet état, cette communauté. Ces communautés commencent de nouveau à espérer, et le rôle des églises est très important comme lieu de ressourcement spirituel et aussi comme lieu de rencontre conviviale. Cela dit, il y a des membres de ces communautés qui ont du mal encore à se repérer, à se retrouver, vu les liens passés avec l'Église orthodoxe russe. Et parfois les liens ne sont pas faciles, parfois les liens ne sont pas en parler pendant le débat, les liens ne sont pas faciles, et avec l'Église géorgienne aussi.